Dans mes cours d'économie, on m'a appris que quand la masse monétaire montait, ça entraînait de l'inflation. Exact. En ce moment, la masse monétaire explose, Oui. et il n'y a pas d'inflation. Comment vous l'expliquez? Alors, Plusieurs questions peut-être. pardon. Sur le même thème ou pas? Parce que ça vaut peut-être la peine de répondre thème par thème, surtout sur la masse monétaire qui n'est pas un problème. Attendez. Là, il y a une deuxième personne derrière, il y a la femme derrière. Levez-vous s'il vous plaît, il va venir vous donner le micro. Voilà. Si vous pouvez vous lever pour qu'il puisse vous voir, s'il vous plaît. Merci. Oui, bonjour. Vous nous avez dit qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais capitalisme, il y a le capitalisme tout court. Et l'aboutissement notamment au traité transatlantique serait donc un aboutissement d'une progression logique d'un capitalisme qui a commencé il y a quelques siècles. Donc, arrêter aujourd'hui l'accord transatlantique, dont vous nous direz un mot, je pense, ça veut dire de toute manière changer profondément de système, et on ne peut pas envisager de rester, par exemple, dans le capitalisme sympathique des années 70. Donc ça veut dire comment et qu'est-ce que vous changeriez le plus qui atteindrait justement cette nouvelle économie? Merci, on va passer aux réponses. Alors, deux sujets complètement différents. Donc, sur la masse monétaire, je l'avais dit, mais je crois d'un seul mot, mais tellement vite, c'est exactement ce que vous venez de reprendre. Effectivement, quand la masse monétaire augmente, ça veut dire qu'il y a des possibilités de paiement qui sont considérables et qui se développent. Donc, ça crée de l'inflation, les prix vont augmenter, puisque évidemment, tout le monde veut acheter, et donc il y a inflation. C'est pour ça qu'on nous dit, BCE, on nous a dit, notre rôle majeur, la Banque Centrale Européenne, a été fondée sur cette logique, qui va tout à fait avec la logique de la rente. Attention, protégeons de l'inflation. Alors, de temps en temps, on a droit à des propos de Lagarde et compagnie, en disant, c'est pour protéger les petits épargnants, etc., parce que tout ça est totalement inepte, c'est pour faire semblant, quoi. Évidemment que c'est pour protéger la rente, qui n'a rien à voir avec les épargnes de Monsieur Dupont ou de Madame Durand. Mais le problème, c'est que ça crée, effectivement, cette explosion d'inflation s'il y a des acheteurs potentiels, s'il y a du pouvoir d'achat. Et c'est ça qui est très intéressant. Et ça a été testé lentement, mais ça n'a pas été du tout explicité, y compris par les économistes d'à côté, qui normalement ça le savent bien. C'est-à-dire que ça a été testé en disant, attention, ça va se mettre à exploser. Et puis on a commencé. On a lâché en quelque sorte un petit peu la bride, hein, on a lâché un peu les amarres, et on s'est rendu compte que ça explosait pas. Tout simplement pourquoi? Ce que je viens de dire tout à l'heure. La dette, les gens sont endettés, on a suppléé les revenus, le pouvoir d'achat est en berne. Globalement, les classes moyennes, c'est le gros problème aussi. On n'a pas parlé de ça. Les classes moyennes, c'est un point majeur. C'était pas le point majeur d'il y a un certain nombre d'années. Aujourd'hui, les classes moyennes souffrent. Ceux d'en bas, ils souffraient depuis toujours, mais tout le monde s'en fout. Entre guillemets, bien sûr. Enfin, en tout cas, on ne faisait pas tellement attention. Et là, on a ça. Donc, on s'aperçoit que, finalement, si on continue à ouvrir les vannes et à émettre de la monnaie, c'est-à-dire de la monnaie de singe, qui d'ailleurs, dont sont ravis les marchés financiers, les banques, les fonds de placement, etc., parce qu'eux la captent et immédiatement la place ou tout simplement spéculent avec pour avoir des plus-values à générer, ça ne pose pas de problème parce qu'il n'y a pas assez de pouvoir d'achat pour faire une explosion des prix. C'est ça qu'on constate. Deuxième sujet complètement différent sur effectivement un bon ou un mauvais capitalisme. Alors oui, ça je crois que c'est vraiment important qu'on ait ça en tête, c'est-à-dire qu'il n'est d'ailleurs pas plus mauvais aujourd'hui qu'il n'était bon hier. Il est. C'est comme quand on s'étonne qu'un chat griffe, si vous voulez. Bon, un chat, c'est un chat, donc ça griffe. Voilà. Sinon, ce ne serait pas un chat. Voilà. Bon. Un chien, c'est rarement végétarien, si vous voulez. Bon, on peut lui demander, mais je veux dire, ça ne donnera pas grand-chose. Donc le capitalisme, il se déploie. C'est ça que j'essaie de vraiment montrer dans ce livre. C'est fondamentalement, moi, ce qui me frappe, c'est cette logique. Si vous voulez, c'est ce qui fait système, en quelque sorte. Il y a une logique absolument fondamentale dans ce système économique qui est assez bien foutu, il faut reconnaître, qui est très simple, comme toujours. C'est quand c'est simple que ça marche. Il ne faut pas que ce soit trop élaboré. Ça peut donner à réfléchir sur les religions aussi, par rapport à l'animisme ou autre, mais là, je ne vais pas m'y risquer. Mais globalement, enfin, personnellement, je m'y risque, mais pas en situation. C'est que si vous voulez, on s'aperçoit qu'on a quelque chose de très simple,
de simpliste même, on pourrait dire. Il faut que ça fasse du profit. Lequel profit va refaire du profit après, puisque le profit devient capital, qui lui-même va se replacer et qui va régénérer du profit. Et toujours plus, et ça gonfle, et ça gonfle, et ça gonfle. Et c'est comme ça qu'on a des croissances vertigineuses pour les plus riches, comme j'expliquais tout à l'heure. Bon, c'est pas le savoir de Madame Bettencourt qui a été en cause là-dedans, mais c'est presque mécaniquement que ça se passe. Donc, si vous voulez, on a un système extrêmement simple qui a pu se déployer dans des conditions. C'est un peu comme réchauffer une vipère en son sein, où vous hébergez effectivement le coucou qui se fait héberger ailleurs. C'est-à-dire que, et ça a été montré très bien par beaucoup de sociologues, surtout Castoriadis, qui est la figure majeure, qui disent au fond, ce dont a bénéficié le capitalisme, c'est que des systèmes politiques, économiques, sociaux étaient là avec des valeurs, un ethos. C'est-à-dire qu'on est tous encore ici et présents, on a quand même plutôt des notions de fidélité, des notions de loyauté. Enfin, on n'est pas immédiatement dans la trahison des uns et des autres. Bon, ça va, paraît-il, être rapidement le cas si on se transforme anthropologiquement, mais ou par des générations, j'en sais rien. Mais globalement, c'est ça. Et donc, regardez dans les entreprises. Notre ami Michel, je le vois dans son entreprise, les ouvriers à la fabrique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le mieux possible. Et évidemment, on va faire du travail bien fait. On n'est pas là pour saboter, on n'est pas des sagouins. Je veux dire. Donc ça a été évidemment une chance pour le capitalisme, qui a eu effectivement tout ça, qui lui a permis de prospérer. Bon, il y a eu la reconstruction, il y avait la guerre, donc le contexte a permis. Bon, et puis il y avait le contexte politique, il y avait l'Union soviétique. Le capital a tremblé quand même. Faut voir qu'ils ont passé de sales moments. Hein. Ils se réunissaient au Bilderberg, ailleurs, ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces communistes? Les syndicats, ils étaient puissants. Aujourd'hui, c'est désastreux. C'est la réalité. On ne va pas dire qu'on n'est pas pour, mais c'est désastreux. Donc, globalement, on avait une situation dans laquelle, politiquement, il y avait des partis qui prétendaient de gauche et qui peut-être l'étaient encore un peu d'une certaine façon. La social-démocratie n'avait pas encore complètement fait sa mue. Hein, bon, qui malheureusement était inexorable dans ses prémices pour moi. Mais enfin, il y a des sociodémocrates qui, à cette époque-là, paraissaient encore fréquentables. Ce qui me semble moins le cas aujourd'hui, mais enfin ça c'est la vie de chacun. Donc tout ça a fait qu'on a un capitalisme qui a pu se développer, et puis il y a ce qui a été dit aussi ce matin, il se rémunérait dans des conditions normales. Quand il pompait 3% de la valeur ajoutée, je veux dire, aujourd'hui on est dans des délires absolus. Et moi je vois par exemple, par mon métier, parce que je forme aussi des responsables de PME, bon, à la logique financière, hein, je ne forme pas les traders et je les aide pas, d'abord je sais pas ce que je ferai, parce que j'ai pas envie, hein. Mais globalement, on s'aperçoit que là aussi, ça y est, c'est parti. On commence à verser des dividendes invraisemblables, pas que dans les très très grosses boîtes du CAC 40 et les grands fonds mondiaux, parce que ça se goinfre partout, parce que l'esprit de lucre est tel que, effectivement, un peu comme si c'était au fond dans le... Alors moi j'espère que c'est comme le film de Marco Ferreri, c'est la grande bouffe, mais si c'est la grande bouffe finale, ils vont quand même crever, quoi. Donc, et on va les aider à crever, hein, parce qu'il faut aussi les aider quand même sur la fin, je pense. Mais vous voyez, donc il y a tout ça. Mais ça se révèle aujourd'hui pour ce que c'est vraiment, c'est-à-dire un système qui n'a d'autre finalité que sa prolifération et qui donc est indifférent aux humains. Même là, les plans... Bon, tout ça est vertigineux. On appelle un plan de sauvegarde de l'emploi un plan de licenciement. Je veux dire, on est quand même arrivé, on est cul par-dessus tête. Tout est absolument à contrario. Mais le capital n'a pas envie d'exercer une violence envers les salariés. Il n'a pas cette envie-là. Il n'a pas de morale. Il est au plan des valeurs, il est totalement dans une logique qui ne correspond à aucune... le mot m'échappe à l'instant, là. Il n'a pas de... Le principe. Non, mais c'est ça. Enfin, c'est pas le mot moral que je cherche, ni éthique, c'est de... Il a... Bon, peu importe, mais... Je veux dire, il est hors ce système. Il est hors système moral. Il est hors système éthique. Oui, il est totalement dans une logique, effectivement, instrumentale. Donc, si ça se passe bien, comme on l'a vu dans les 30 Glorieuses, pourquoi pas? Si les salariés peuvent être correctement payés, et si ça aide au développement, tant mieux, et c'était bien pour leur développement. Si maintenant ça gêne, alors là, on dégage. Au risque même de se détruire. Et c'est ce que moi je crois. C'est-à-dire que je pense que la fin du capitalisme, elle est là aussi. Alors là aussi, quand on voit tous les imbéciles qui parlent aujourd'hui, qui croient tout savoir, moi ça me fait plaisir quand on revient à ce qui s'est dit auparavant. Bon, il y a quand même une pensée de laquelle vraiment on n'a pas quand même beaucoup vu le dépassement. C'est Marx quand même. Je veux dire, faut le lire aussi.
faut le lire vraiment, faut regarder ce qu'il dit sur le général intellect, qui est une façon de dépasser le capital par le savoir. Bon. Et puis globalement aussi, cette fameuse dialectique où il dit clairement, il y a un système qui par lui-même va à sa fin et à sa destruction, mais il y a aussi l'émancipation, qui est qu'il y a des populations qui vont faire des choses ou pas. Et selon qu'on fait des choses ou pas, à Athènes, à Barcelone ou à Paris, eh bien évidemment ça change les choses. Donc on a les deux dimensions. Et là on est tous d'accord, je crois. C'est-à-dire qu'à la fois on a un système qui est en train, dans sa prolifération virale, de se détruire, mais on a aussi, nous, intérêt à aider sa destruction, parce qu'il y a aussi un autre aspect majeur, c'est qu'en aidant à sa destruction, on crée les prémices d'un monde de demain. Parce que le monde de demain, il va falloir qu'on le trouve comme ça sur un chantier de ruines. Il va falloir qu'on commence un petit peu à l'anticiper. Sinon, ça va être l'horreur. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Y a-t-il d'autres questions dans la salle? 1, 2, 3, 4. Ok, ça va faire beaucoup. Ok, la première personne devant. Merci, ça fait plaisir d'entendre ce qu'on entend ici depuis 2 jours. C'est pas vraiment une question, c'est 2 petits compléments à ce que vous avez dit, si je peux me le permettre, par rapport à l'Allemagne et le fait qu'on ait de fait aboli la dette de l'Allemagne. C'est pas moi qui ai dit, j'avais trouvé ça dans un article du Diplo il y a quelques mois, c'est que l'Allemagne était considérée comme un rempart contre les communistes à l'époque, contre l'URSS, donc il fallait absolument les aider à se développer. Et ensuite, une citation que j'ai toujours dans mon smartphone, parce que c'est un de mes maîtres à penser, Ernest Antoine Célière, qui a... Ah, attendez, j'ai perdu du coup, il s'est vexé... Ah, elle est là. Voilà, qui déclarait dans Les Échos le 29 février 2012 « Les préoccupations économiques et morales ne sont pas convergentes ». Merci. Alors, il y a la personne au fond, là, qui lève le doigt, et après les 2 assis complètement à gauche. Le chant que vous venez de nous interpréter, j'ai tout compris de votre chant, puisqu'il est déjà dans ma tête. Vous, le savant, moi, l'innocent, après 60 ans passés sur cette terre, j'en suis arrivé à toutes ces conclusions-là en observant le monde. Et il y a un point que vous avez nommé très rapidement, trop rapidement, sous la pression de famille, mais vous avez parlé de monnaie et du vide monétaire, de l'immatérialité monétaire. Je pense, et j'ai dit, il faudrait en parler pendant 3 heures. Je vous demande de revenir en parler pendant 3 heures. Merci. Peut-être pas maintenant, mais l'année prochaine, si tout va bien. Alors, les 2 personnes assises. Oui, est-ce que vous pourriez nous dire votre vision des implications du changement climatique sur l'évolution du système capitaliste? Ce qui était d'ailleurs le sujet d'un débat des journées économiques du cercle des économistes. Merci. La personne juste devant. Bonsoir. Il me semble me souvenir de mes très très anciens cours d'économie qu'à un moment donné, la masse monétaire est égale en valeur à la somme des biens et produits d'un pays. Or, vous nous avez dit qu'il y avait une création monétaire tellement folle que c'était à présent de la monnaie de singe. Autrement dit, lorsqu'on dit que M. Dassault a une richesse de, je ne sais plus combien, 100 milliards d'euros, si ces 100 milliards d'euros ne représentent pas une partie des biens et services produits, est-ce que c'est une fortune en monnaie de singe? Merci de votre question. Les réponses. Il y a plusieurs questions là, donc sauf erreur, il y a une question. Donc il y avait des remarques avant que je partage totalement. Je pense que sur l'Allemagne, absolument. Il fallait absolument protéger, surtout en 1953. Là, vraiment, Est contre Ouest, enfin, Ouest contre Est, en l'occurrence. C'est vrai que c'est un élément de plus, entièrement d'accord. Je ne l'avais pas mentionné, mais... Sur le changement climatique, là, je crois que ce qu'on a de très intéressant, c'est qu'on voit bien aussi on voit bien avec le changement climatique les 2 sources dont se sert le capital pour son développement et sa prolifération. Au fond, le capitalisme, c'est le système qui exploite les ressources naturelles, qui considère que la nature est taillable et corvéable ad nutum, ad nauseam, à tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que bon, on fait ce qu'on veut. Là, c'était aussi la position des gueules, etc. C'est une position complexe, position dans la Bible qui n'est pas si claire d'ailleurs non plus. Bon, tu feras ce que tu voudras de la nature. Bon.
Donc, on exploite la nature, etc. Et puis, on exploite autre chose, qui est le travail. Et c'est les deux sources qui, effectivement, sont là. Donc, ce qu'on voit avec le changement climatique aujourd'hui, c'est que, pour le capitaliste, la seule solution serait de trouver un produit. De toute façon, la seule solution, c'est tellement simple comme système qu'il n'y a qu'une chose qui existe, c'est le marché. Et sur le marché, il n'y a qu'une chose, c'est des marchandises. Y compris nous. Hein, nous sommes tous des marchandises. Donc il y a un marché de tout, comme maintenant il va y avoir un marché de la séduction, il y a un marché de tout. Tout est marché et tout se généralise. Donc si l'objet climatique peut donner lieu à mise en évidence d'un marché, tout va bien. Bon, on a vu les droits de polluer, etc., le marché carbone, etc. Bon, ce qu'on a vu dans un premier temps aussi, c'est que quand on détruit et qu'on reconstitue, ça peut donner des choses intéressantes. Bon, moi, je vais souvent en Nouvelle-Calédonie pour des missions, et là, effectivement, avec le nickel, on a des entreprises qui sont dans le marché de revitaliser, régénérer, retrouver les paysages. Alors c'est pas simple parce qu'avec les espèces endémiques, ils se sont rendus compte là aussi, très intéressant sur le capitalisme, que ce qu'ils faisaient ne marchait pas du tout parce qu'ils avaient mis certains types d'arbres mais qui n'étaient pas les types d'arbres qu'il y avait avant. Et les espèces endémiques, si elles poussent, c'est que ça leur correspond. Et donc si on ne respecte pas les espèces endémiques, eh ben on n'y arrive pas. Donc moi je pense que le changement climatique, c'est évidemment une pierre dans la chaussure du capitalisme. Ça va contre lui, puisqu'il est effectivement en train de détruire, et que ça peut aussi créer effectivement des réactions, encore qu'on ne les voit pas énormément aux États-Unis, au Canada, ailleurs actuellement. Mais c'est vrai que là, ça montre aussi sa finitude. C'est-à-dire qu'il y a une limite, on le voit bien dans les ressources fossiles, les ressources naturelles, l'air, l'atmosphère. Donc le capital, là, est en train aussi de détruire la base même sur laquelle il se constitue. Et c'est en ce sens qu'effectivement, je pense que c'est un élément aussi tout à fait important. Sur l'autre question, puisqu'on revient à la masse monétaire... Oui, pardon. Attendez ça, pour que tout le monde en profite, prenez le micro s'il vous plaît. Voilà, votre commentaire supplémentaire. J'ai écouté tout le débat d'hier, mais la conclusion à laquelle ils arrivaient, c'était de dire qu'en fait, tous les économistes étaient d'accord pour dire qu'il fallait créer, ce que vous dites, un marché du carbone. Ils sont tous d'accord là-dessus, sauf qu'ils disaient que politiquement, c'était infaisable, parce qu'on ne mettrait jamais 180 pays d'accord sur la création de ce marché. Oui, mais moi je ne dis pas tout à fait ça. Marché carbone, je sais c'est ce qu'ils vont faire. Moi je ne pense pas que ce soit la solution. Je pense que marché carbone, c'est une façon d'accepter, là encore, que l'écologie et que l'affaire, enfin la planète au sens global et l'environnement et tout ce qui va avec, n'est qu'une marchandise dans notre système. Donc c'est accepter le capitalisme. Moi c'est pas ma position. Je dis c'est comme ça que ça fonctionne. Non mais puisque tu poses la question, mais globalement je pense qu'attention à ça. Et effectivement là encore se mettre comme par hasard. Et vous voyez ce que je viens de dire juste avant. Ils disent tous, même les économistes d'ici, ils disent c'est le marché carbone. Tout est marché, tout est liquide, tout est calculé, tout est chiffré, tout est rentabilisé. C'est ça que ça veut dire. Donc là, moi je dis attention, on règle rien avec ça. On règle une certaine phase de développement pour le plus grand bien de ceux qui vont être effectivement les pollueurs et autres. Bon. Alors on revient sur la masse monétaire. Moi je veux bien qu'on revienne sur la masse monétaire. Mais attention, la réponse à notre ami, elle est très simple. C'est que les actifs, il n'y a pas que les actifs matériels, il y a les actifs financiers. Or, les actifs financiers, aujourd'hui, par rapport à ce que c'était il y a à peu près 15 ans, 15-20 ans, c'est multiplié par 3. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a 300 milliards d'actifs financiers dans chacune des sociétés qui se sont développées. On est à 3 fois plus. Donc effectivement, c'est de la monnaie de singe. Mais c'est vraiment de la monnaie de singe. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui de dire j'ai une action d'Assaut, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mettons qui vaut 100 €. C'est de la monnaie de singe. Surtout si d'ailleurs Dassault n'est pas aussi soutenu, mais il est encore mieux soutenu même par Hollande qu'auparavant. Ils sont ravis, je veux dire, parce que en gros c'est encore mieux avec effectivement le gouvernement actuel par rapport à leur solidarité d'avant. Donc d'une certaine façon, ça fonctionne. C'est quoi avoir des titres mobiliers, des valeurs mobilières? C'est un pari sur le futur. Mais remarquez un billet de banque aussi. Faut faire confiance à votre billet de 10 ou de 50 €. Donc effectivement, cette logique, elle est toujours là. Simplement, aujourd'hui, ce sont les actifs financiers qui se substituent. Alors, laissez-moi vous proposer aussi une autre remarque qui, moi, me vient de deux travaux que j'ai pu faire avec une personne que j'estime énormément, qui s'appelle, je ne sais plus son prénom, qui s'appelle Goens, G-E-U-E-N-S, pardon ? Geoffrey Goens, merci. Geoffrey Goens, la finance imaginaire. Et en gros, ce qu'il dit
C'est pas tellement ce qu'il dit, c'est ce qu'il constate avec ses études. Bon, moi, ça corrobore tout à fait ce que j'ai pu faire dans mes travaux aussi. C'est de dire, au fond, la concentration. Quand je disais au tout début, tout à l'heure, c'est assez effrayant ce qu'on constate. La concentration est à un degré aujourd'hui que, effectivement, on peut considérer que l'ensemble des grandes sociétés dans le monde, à hauteur de 150, 200, 300, pas besoin d'aller tellement plus loin, 500 peut-être, sont des portefeuilles d'actifs détenus par des fonds, lesquels fonds sont bien entendu localisés dans les paradis fiscaux, détenus par des trusts, des fiducies et pas des personnes. Donc là encore, quand on nous dit on va rendre les échanges automatiques de personnes obligatoires et donc on a lutté contre les paradis fiscaux, c'est un mensonge absolu, puisque effectivement on sait très bien qu'ils ne vont pas apparaître sous leur nom. Il faut quand même savoir qu'on a ça s'est joué, paraît-il, à 1 heure ou 2 près pour Cahuzac, parce que le lendemain, 2 heures après, c'était fini, il était nettoyé des fichiers et il passait sur un autre compte, effectivement, à Singapour. Donc faut être à la hauteur de ce qu'on a en face de soi. Donc là, aujourd'hui, on a effectivement un système. Alors, il y a des gens derrière. C'est plus les 200. Alors, c'est ça le problème, c'est qui? C'est plus les 200 familles qu'on a connues jadis. Mais il ne faut pas non plus croire que tout est abstrait. Derrière ce système, il y a des particuliers, des puissances qui sont effectivement détenteurs, détentrices selon les structures de tout ça. C'est pas que du virtuel, c'est pas que des opérations où on clique dans un sens ou dans l'autre. Et effectivement, aujourd'hui, les valeurs sont surtout des valeurs monétaires, mobilières, etc. C'est-à-dire que ça en dit long, là aussi, sur l'auto-engendrement du système. Ça, il y a une belle formule, moi, que j'aime beaucoup, c'est celle du baron de Munchausen, comme on dit, effectivement, il se tient en l'air en se tirant sur ses lacets. Parce que c'est vrai que ça tient... C'est aussi, on pourrait prendre aussi, comment c'est dans les trucs à dessin animé, là... Tex Avery. Dans Tex Avery, effectivement, je veux dire... jusque-là, effectivement, tant qu'il ne se rend pas compte qu'il est en l'air, il est là, il se soutient. Bon, ben, c'est un peu ça, le système. Bon... c'est pour ça que les bulles, on n'a pas fini, ça va repartir. Mais de toute façon, ça fait partie du système, là aussi. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de crise non plus. Hier, Yanis le disait, on n'est pas dans une situation de crise, on est dans une situation de déploiement d'un système qui a toute sa puissance, qui n'a plus d'adversaire politique, c'est fini, qui n'a plus d'adversaire syndical, et qui n'a aucune considération pour l'humanité, qui n'a pas d'importance. Comme les structures politiques se sont clarifiées, donc il n'y a pas de gouvernement de gauche, nulle part. Enfin, il y a Tsipras qui essaye, lequel Tsipras est quand même largement poussé par effectivement une fraction radicale qui lui dit attention à toi, tu vas pas trahir non plus, parce que tu n'es pas loin de le faire. On n'a pas trop, enfin, on n'est pas sûr d'avoir totalement confiance en toi. Je ne sais pas si Yanis accepterait que je dise ça, j'en sais rien, mais bon, voilà. Donc, il ne faut pas non plus, même la Grèce, Podemos, les risques sont les mêmes. Hein, je veux dire, le pouvoir rend fou, disait Montesquieu, le pouvoir absolu rend fou absolument. Donc, dès qu'il y a du pouvoir, il y a des problèmes. Bon, et on n'y échappe pas dans un système qui est celui-là. Mais voilà, donc un système qui est un système totalement financier, totalement numérisé, totalement chiffré, dans lequel l'aspect humain n'a plus de sens. Je cherchais le terme, c'est un système qui n'a pas d'axiologie, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure, bien entendu. Voilà, il n'y a pas d'axiologie, donc pas de valeur, mais en même temps, on n'a rien contre les valeurs, on s'en fout. Je veux dire. Mais croire qu'on va se défendre sur les valeurs... Vous voyez, quand on voit des partis disant « nous, on va défendre nos valeurs, etc. » on a envie de dire « mais vous êtes vraiment des bonnets, je veux dire. Ou alors vous nous prenez pour des cons. » C'est peut-être les deux, d'ailleurs, mais... On va prendre une dernière question. La dame debout, au fond. Il reste 5 minutes. Il y a 2 dames qui demandent. 3 dames. Allez-y, on ne va pas laisser faire famille. Bonjour, merci pour la clarté de votre exposé. Pour conclure, en fait, j'aurais aimé savoir quelle était votre vision à vous. Si on est vraiment si on peut imaginer que la fin du capitalisme arrivera un jour, comment vous voyez les mécanismes futurs et est-ce que vous pouvez nous dépeindre un tableau positif en espérant qu'il le soit ? Donc, attends, là, il faut s'arrêter. Là, voilà, on va le laisser, ça va être long. Non, donc, ça va pas être long. Et après, je prendrai encore les autres questions. Levez les mains pour les 2 personnes qui ont une question là, une deuxième là, une troisième là. Mais on les prendra après celle-là. Parce que... Alors, tout de suite une précaution. Enfin, je veux dire, évidemment
que je n'aurais pas l'outrecuidance de dire, voilà, au nom de quoi, je veux dire, comme nous tous, voilà, moi je suis un citoyen, je suis engagé, impliqué, je vous ai un peu raconté mon histoire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Bon, voilà, il me semble que certaines choses m'apparaissent, et que, voilà. Donc je crois vraiment qu'on est dans une logique où on a un système qui, fondamentalement, conceptuellement, arrive au bout de sa logique. Ça, je crois. Au bout de sa logique, il faut voir ce que c'est que l'histoire. C'est-à-dire que ça veut dire que ça peut durer 6 mois, comme ça peut durer 6 ans, comme ça peut durer 20 ans. Donc c'est quand même à l'échelle de l'histoire. Donc ça m'étonnerait que ça dure des siècles comme ça. C'est-à-dire que le capitalisme qui existe depuis 3 ans, mais bon, moi je serais mort. Je veux dire, ça m'étonnerait que ça dure des siècles comme ça, compte tenu de ce qu'on vient de dire. Et compte tenu d'une deuxième chose, qui là est beaucoup plus complexe, c'est comment nous, c'est-à-dire nous les citoyens, nous les populations, comment on accepte ou on n'accepte pas ça. Et moi, je vois les deux aspects aujourd'hui, dans ma vie, dans mon métier, dans mes pratiques. Je vois à la fois des gens totalement découragés, totalement anesthésiés, voire totalement abrutis et conscients de l'être, tellement c'est douloureux. Mais ça a été aussi dit ce matin. Il faut voir quand même que là, on est entre des gens qui ont quand même des situations qui sont peut-être modestes et tout, mais enfin, globalement, on vit dans des conditions correctes. C'est pas... reprenez, bon, j'aime pas beaucoup Axel Kahn, mais enfin, sa traversée de la France, là, dans son dernier bouquin, est quand même... il est un peu... Voilà, il se la joue. Mais globalement, il est passé dans certaines régions de France en disant mais c'est même plus... Il n'y a plus rien, quoi. Je veux dire, même les gens, ils sont hagards. Enfin, on se dit, c'est ça, on est en 2015, c'est ça notre pays, hein. Beaucoup de régions, notamment de l'Est, qui sont les régions désindustrialisées. C'est un absolu scandale ce qui se passe sur le travail. Ça a été dit ce matin, et moi je suis absolument 100% d'accord. C'est absolument un absolu scandale. Ça veut dire qu'on n'en a rien à faire des gens. Les gens sont jetés, ils sont là, ils n'ont plus rien, et ils vivotent, et ils boivent. Alors voilà, ils votent Front National. On ne peut pas tellement leur reprocher. C'est pas ce qu'ils font de mieux, bien entendu. Mais je veux dire, c'est pas tellement étonnant. Et puis ils veulent plus qu'on leur parle de rien, et qu'on ait même la prétention de leur dire voilà ce que vous devez faire. Donc on a aussi toute une population qui est complètement massacrée. C'est ça le problème anthropologique. Parce que le capital, ce qui est grave, il ne fait pas que détruire l'économie et effectivement et les ressources naturelles, mais il nous détruit nous. C'est-à-dire qu'il est en train de nous construire différemment. Et là, il y a des choses très très intéressantes, des gens qui réfléchissent, en disant attention, parce que si anthropologiquement on évolue aussi vite que le système, on ne va pas s'en rendre compte. Et donc, il n'y aura pas de réaction. Et puis, il y a quand même beaucoup de choses. Bon, il y a Podemos, il y a Syriza, il y a des mouvements, il y en a eu d'autres avant. Bon, ouais. Effectivement, comme certains. Moi, j'ai connu 68, il s'est passé des choses. Je suis assez scandalisé qu'on nous balance que 68, enfin, tout ce qu'on nous en a dit. Bon, c'est pas glorieux, etc. Et que ce sont les 68ards qui font tout le mal d'aujourd'hui. Ça dépend lesquels, je veux dire. Et encore, lutte des classes. Les 68ards qui étaient effectivement du côté du Manche et qui représentent le capital, ça c'est sûr, ils sont toujours là et ils sont très, très actifs. Mais c'est pas les gens qui ont la soixantaine en général. Ça, là aussi, transformer ça en une lutte de génération et en un racisme anti-vieux, ce serait un désastre. Autant qu'un racisme anti-jeune, bien entendu, je veux dire, hein, on est d'accord. Donc il y a des gens qui sont conscients de ça. Et moi, très souvent, ce que je vois, c'est que, et ça m'a fait plaisir, la remarque, la plupart des citoyens que nous sommes, on constate ça. C'est-à-dire ce que je dis moi, bon, avec mon vocabulaire, la logique de prof, la logique économique, au fond, tout le monde l'a plus ou moins. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Donc, là, effectivement, il faut que ça passe à quelque chose. Ce que moi je crois, c'est qu'il faut que ça passe à quelque chose de très puissant, parce que c'est tellement fort ce qu'il y a en face, il ne faut pas s'occuper, faut pas faire des mesurettes, faut pas en rester à des mesures cosmétiques. Mais en même temps, on est dans une société dans laquelle on vit. Et donc, c'est pour ça que moi, vous verrez dans mon bouquin, enfin, si vous intéressez, là, j'ai pas eu le temps de trop le dire, je pose des grands chantiers, un chantier sociétal, actionnariat, j'ai pas eu le temps d'en parler, c'est le scandale, l'actionnariat. Il faudrait qu'il y ait des parties pronantes, comme tu l'as dit hier, etc. Bon, mais bon, peu importe, on peut pas tout dire. La banque, la fiscalité, la monnaie, etc. Donc, je pense qu'effectivement, il faut quand même qu'on mette quelque chose dans le système pour le déstabiliser, pour le faire bouger. C'est pas parfait, ça donne pas tout, mais c'est déjà un élément.
Hein, c'est ce que dit John Holloway, autre figure intéressante, Crack Capitalism, qui est un ouvrage très intéressant et qui est aussi un chercheur. Il nous dit voilà, allons-y, quoi. Ouvrons des brèches, si vous voulez. Moi, je dis chantier, brèche, tout c'est pareil. Donc, je pense qu'on n'a pas d'autre choix que d'être des citoyens, que d'être engagés dans tout ce qu'on fait, partout où on le fait, et de dire les choses. D'arrêter tout ça, d'aller contre tous ces mensonges, et de le dire autour de nous, de le dire aux autres, à nos proches, à nos familles, à nos amis, à tous les liens associatifs, politiques, syndicaux, dans lesquels on est. Ça, c'est forcément bien de toute façon. J'ai un peu le sentiment, mais là, tellement difficile de dire ça, qu'il faudrait quand même pas grand-chose pour que ça s'embrase. De certaine façon, là aussi, je partage ce que certains disent, je l'ai entendu dire aussi. Voilà, ce serait bien si on était le 13 juillet 89, et c'est pas totalement exclu, voilà. Ou peut-être même mars, peu importe, mais enfin, quelques temps avant. Hein. La France s'ennuie, disait Viançon-Ponté, je crois, quelques jours avant mai 68. En tout cas, attention, mais alors, autre chose grave, c'est que si ça s'embrase, ça va faire très très mal. Ça va aller. Parce que là, vraiment, l'horreur et les rancœurs, là, à la lanterne, hein, je veux dire, comme disaient les chansons de naguère. Mais bon, il ne faudra pas s'en étonner, je veux dire. Mais effectivement, c'est pas possible. On ne peut pas continuer. Je veux dire, c'est absolument immonde, quoi, cette société-là. Et ceux qui la défendent, vous voyez, et moi, bon, un mot que je voulais dire au début, je le dis à la fin, peu importe, mais de ma trajectoire. Ça, c'est ce qui me choque le plus dans les milieux où je suis, moi. C'est-à-dire que je pense que justement, ceux qui ont eu les privilèges, parce que moi, je suis un privilégié, par mes études, par l'insertion où je suis, de former des étudiants, de la façon dont je le fais, d'être dans les entreprises, de voir ce qui se passe, c'est que notre responsabilité éminente, c'est justement de dire ce qui se passe, plutôt que d'être les affidés du système et de recouvrir tout ça pour mieux manipuler les autres, quoi, les autres citoyens qui sont comme nous, je veux dire. Hein. Donc ça, c'est important. Je veux dire, bon, les noms, je ne vais pas les donner, mais je veux dire, tous ces économistes qui déplorent, oh là là, l'homo economicus, qu'est-ce que c'est embêtant, enfin, vous voyez, quand même, c'est le titre de son bouquin, alors. Donc ça doit être facile à le trouver, sûr. Non, mais je veux dire, mais enfin, mais comme ça a été dit, mais bon, mais chez Lazare, j'ai mes 10 ans, et puis c'est embêtant, mais il faudrait un capitalisme meilleur. Oui, le capitalisme, c'est pas bien, quoi. Parce qu'il y a ça aussi, et ça fait plaisir à certaines personnes qui disent, ah il y a quand même de la critique, mais c'est pas de la critique, ça. Ça, c'est au contraire très, très dangereux. C'est tous ceux qui sont effectivement dans le sens du poil, et qui effectivement favorise. Bon, voilà, donc, bon. Mais heureusement, il y a des gens, il y a des Frédéric Lordon, dans mon domaine, il y a des Sapir, il y a des Kempf, il y a des Jackson, il y a des gens... il y a même les travaux de Piketty dont on peut se servir, pas lui en tant que tel, mais au moins les analyses qu'il a pu faire. Donc voilà, donc je pense que, espérons, il n'est pas vraiment exclu du tout qu'on soit à l'aube de quelque chose qui fasse une transformation complète. Et là, en tout cas, ça vaut le coup pour nous déjà d'anticiper ce qu'on veut, c'est-à-dire un monde de commun, un monde de solidarité. Mais c'est vrai que ça devient des gros mots. Quand vous dites collectif aujourd'hui, c'est tout juste si vous n'êtes pas effectivement considéré comme obscène.